Bonjour Patrick Vittel. Bonjour. Alors d'ordinaire nous interviewons des sportifs, mais cette fois-ci nous allons parler de préparation mentale puisque c'est votre spécialité. Et dans cela je vais résumer votre parcours afin que chacun fasse mieux connaissance avec vous. Ancien skieur de haut niveau, vous êtes reconverti dans l'enseignement sportif et plus particulièrement le tennis, discipline pour laquelle vous possédez un brevet d'état d'éducateur sportif deuxième degré. Vous avez présenté un DEA à l'INSEP sur l'évolution des méthodes d'entraînement en France au XXe siècle. Vous êtes originaire de Saint-Jean-de-Mont en Vendée. C'est à La Réunion que vous allez faire l'essentiel de votre parcours professionnel comme professeur de sport de raquettes, tennis de table, badminton, etc. Vous êtes diplômé en STAPS et de l'IUFM. Et vous avez créé un centre de formation spécialisé dans le tennis où vous obtiendrez des résultats sportifs conséquents, comme en 2006, lorsque vous menez à la victoire l'équipe des jeunes garçons de 11 ans de la Ligue de la Réunion. Et puis, à 40 ans, vous estimez avoir fait le tour des sujets sportifs qui vous ont jusqu'ici occupé et vous vous tournez vers la partie mentale du sport et pas seulement. Déjà détenteur d'une licence de psychologie clinicienne à Paris 13, vous allez obtenir un DESS Master 2 professionnel de psychologie appliquée. Et là, nous sommes en 2003. Lorsque le sujet est sur le chemin de sa destinée, généralement les événements s'enchaînent et c'est exactement ce qui va se passer pour vous puisque, outre l'ouverture d'un cabinet, vous allez notamment travailler avec des prédélinquants, vous allez saisir une opportunité de la Fédération française de golf en même temps qui cherche un psychothérapeute pour le nouveau pôle qui s'ouvre à La Réunion. Cette aventure qui va durer 10 ans va également vous permettre de rencontrer une personne avec laquelle vous continuez de collaborer actuellement puisqu'il s'agit de Nicolas Subrin, qui est conseiller technique régional en région Champagne-Ardenne, donc aujourd'hui elle est dénommée région Grand Est. Fort de cette rencontre, vous allez vous intéresser de plus près à la discipline du golf, que vous connaissez déjà, puisque votre fils est un joueur expérimenté, et aujourd'hui, de nouveau établi en Vendée à Saint-Jean-de-Mont, vous conciliez deux activités. La première qui se nomme coordinateur de projets sportifs, avec notamment comme spécialité la préparation mentale, et l'autre, au travers d'un cabinet, le métier de psychothérapeute. Alors, j'espère que j'ai bien résumé votre parcours, qui est conséquent. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous décriviez en quoi consiste le métier de coordinateur de projet sportif. Alors, le coordinateur sportif, c'est quelqu'un qui est en capacité d'avoir non pas la technicité du sport, mais les connaissances suffisantes pour pouvoir harmoniser des intervenants qui s'orienteraient vers les 4 secteurs de la performance, qui sont la technique, la tactique ou stratégie, le physique et le mental. On peut pas, ce sont 4 rouages qui entraînent d'autres sous-rouages, mais en tous les cas, ces 4 secteurs de la performance sont liés, puisque bien sûr les sous-rouages, c'est par exemple l'alimentation, c'est la récupération, c'est les kinés, les ostéos, voilà. Donc quand on parle d'un projet sportif, c'est vraiment de mettre toutes les choses en harmonie les unes avec les autres, de manière à ce qu'il n'y ait pas un secteur qui déséquilibre l'ensemble du projet sportif. D'accord. Et puis le projet sportif, ça permet d'appuyer sur les leviers, surtout l'ambition et de la motivation et de l'investissement du joueur ou de l'équipe, dans le cas d'un sport co. Donc c'est vraiment capital. D'accord. Et cette pratique, elle est répandue en France ? Sur du très haut niveau un peu, c'est pas très connu puisqu'il faut avoir cette polyvalence. Le fait que moi j'ai bossé en STAPS et puis j'étais entraîneur, donc j'ai des codes pour pouvoir parler avec des entraîneurs et puis avec cette spécialité mentale, mais c'est peu courant et donc moi je m'en suis fait une spécialité au travers du monde du golf. Qui fait appel à vos services ? Alors moi dans le milieu du golf, il y a 4 axes. Le premier, c'est que je m'occupe je fais des interventions dans le Grand Est, voilà, avec Nicolas Subrin cité tout à l'heure, parce que je le connais depuis la Ligue de la Réunion. Et je fais des interventions au centre de formation du golf, au golf national. Donc là, c'est pour des gens, des stagiaires qui sont en formation de futurs profs de golf, donc DE ou DES. En avril, en l'occurrence, c'est 2 jours avec des DES. Et puis, je m'occupe d'un centre d'entraînement à Lons-le-Saunier dirigé par Maxence Fayard. Et ensuite, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me contactent en direct via mon site ou ma page Facebook professionnelle et avec lesquels j'évolue sur des terrains un petit peu partout. Et ensuite, en dernier ressort, j'ai aussi des joueurs avec lesquels je les suis sur les compétitions au printemps et à l'été,
sur la période d'hiver, plutôt en entraînement, puisque c'est un club où on peut jouer toute l'année, Oui. Où on s'entraîne à mettre les techniques de préparation mentale et voilà sur le terrain. Ça permet aussi de suivre le joueur parce que sans la compétition réelle, on peut pas savoir si le travail réalisé en amont est effectué et en même temps, durant la compétition, on peut émettre des réglages par rapport à la gestion des émotions. D'accord. Alors abordons maintenant la préparation mentale qui fait partie, on l'a compris rapidement, intégralement en fait de cette coordination de projets sportifs. Que se cache-t-il derrière ces mots de préparation mentale? La préparation mentale, c'est des outils qu'on peut appliquer par recette. Alors, moi, je fonctionne pas du tout comme ça, puisque par rapport à mon côté, à l'autre facette de mon activité professionnelle et dans mon cabinet, donc moi, je dépose des bilans psychologiques et pour faire et réaliser des diagnostics. Mm-hmm. Donc moi, je pars de l'être humain et je me dirige vers l'être joueur. Oui. Ce qui me permet d'avoir une connaissance réelle du mode de fonctionnement et ensuite j'adapte les outils par rapport aux difficultés et des joueurs ou des athlètes. Dans un premier temps, donc, il s'agit en fait de décrypter la personnalité de l'individu et ensuite d'adapter les outils à l'individu. Voilà, et non pas le contraire. Oui. Le contraire, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et puis en même temps, il faut savoir que il y a des outils qui sont très différents les uns des autres. On a, dans quelles que soient les disciplines sportives, on a des attaquants, on a des défenseurs, on a des gens qui sont calculateurs. Donc il faut comprendre à qui on a affaire, qu'est cette vision-là, pour mettre en place des choses. Puisque sinon, on pourrait mettre en place des circuits, par exemple, très agressifs sur un parcours de golf, admettons, ou au tennis, alors qu'on a affaire à un défenseur. Donc là, on voit bien que ça pourrait pas du tout fonctionner, et ça ferait même, ça deviendrait antagoniste. Donc si on veut tendre vers la performance, il faut d'abord passer beaucoup de temps à connaître le joueur. Alors, la difficulté, c'est que nous, les êtres humains, on est quand même en variabilité par rapport à nos humeurs, nos émotions. Absolument. Donc il faut s'adapter à ça. Et en même temps, souvent, j'ai des ados ou des jeunes adultes, et donc eux, ils sont pas encore complètement construits. Et donc, comme ils sont en cours d'élaboration de leur corps et de leur côté psychique, et effectivement, il y a des ondulations qu'il faut réajuster très souvent. Donc, la préparation. Mais en même temps, c'est un beau challenge. Absolument. Donc, la préparation mentale, globalement, c'est quoi? C'est développer la confiance en soi, améliorer la concentration? Oui, bien sûr. Ça peut être la gestion des émotions, beaucoup. Oui. Être capable de travailler sur les niveaux d'activation, c'est-à-dire que le niveau d'activation, c'est le fait qu'on peut pas être à 100% concentré, par exemple, sur un match de tennis qui va durer 2 heures, sur une compète de golf qui va durer 4h30. Ouais. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait qu'on apprenne à faire des baisses d'activation, c'est-à-dire à se déconcentrer puis à se reconcentrer. On peut pas être en flux tendu intellectuel. De même nature, aucun individu ne peut rester concentré plus de combien d'ailleurs. On le sait exactement. Non, ça dépend des individus et de l'entraînement. D'accord. Plus on s'entraîne, plus on peut rester concentré longtemps. Plus ça s'améliore. Mais on a des chutes. Ouais. On a des chutes de concentration. Des baisses d'attention. Alors c'est lié avec le sommeil, c'est lié avec l'énergie du corps, c'est lié avec l'alimentation, c'est lié avec sa capacité de vitesse de perte de résistance. Mais vous voyez bien que si vous tendez un bras qui est parallèle au sol avec un poids de 10 kg au fond, à un moment donné, il va lâcher le bras. Oui. Il tiendra pas. Oui. Et pour la concentration, c'est exactement pareil. Si on se souvient il y a quelques années, sur les bancs de l'école, on n'arrivait pas à être concentré pendant 2 heures en maths. C'est absolument vrai. Donc, on avait des ruptures. Donc, simplement, au lieu de subir ces ruptures-là, il faut les accompagner. Et au golf, il faut trouver sur le terrain, sur le parcours ou entre les trous, des endroits où on arrive à casser
la concentration. D'accord. Mais pour mieux se concentrer. Enfin, en réalité, on fait on se relâche pour faire un plein de concentration pour pouvoir l'exploiter juste un peu avant à la frappe, puis se relâcher. Une sorte d'effet yo-yo ou trampoline, on va dire un petit peu. C'est exactement ça, mais c'est super dur à mettre en place en réalité. En théorie, ça paraît tellement simple. Et puis en même temps, il y a aussi une excellente connaissance du corps. C'est pour ça que le système de la sophrologie, c'est quand même pas mal. Alors, voilà, justement, je voulais parler des outils. Donc, quels sont les outils pour une bonne préparation mentale? On sait qu'il y a le yoga, sophrologie. Il y a d'abord d'avoir un corps en excellente forme physique. Oui. D'abord. Parce que quand on est épuisé physiquement, on touche le mental. Donc il faut de l'entraînement physique. Alors ça, maintenant, il y en a à peu près partout. Enfin, de plus en plus, en tous les cas, ça devient vraiment structuré. Dans le sport, dans le sport, ouais. Oui, parce que si on se place dans le cadre d'individus lambda, comme par exemple du coaching des managers dans des entreprises, je veux dire, tout le monde n'a pas un physique un entraînement de sportif de haut niveau. Donc là, il peut y avoir aussi des moments plus difficiles. Il peut y avoir des failles. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc l'idée, c'est d'avoir un socle où on puisse aller chercher des ressources, parce que la concentration mentale va dans le corps chercher des ressources, donc il faut avoir un capital d'énergie important. Ensuite, les outils, j'ai une chose qui s'appelle un focus band, qui est également dans la connaissance de l'être. Donc c'est une espèce de bandeau avec des capteurs qui est relié avec un programme dans le téléphone. Et ça permet de voir la densité intellectuelle sur le parcours. Ça permet de voir le taux de concentration. Et puis la capacité d'une focalisation étroite, interne ou large. Enfin, ça dépend. De voir comment on perçoit la balle et de savoir si on est centré sur soi ou on est plutôt centré sur la trajectoire. Donc ça aussi, c'est un procédé qui est développé ou c'est quelque chose que vous êtes un rare à utiliser? On n'est pas beaucoup à l'utiliser en France en tant que spécialiste. Donc, ça veut dire que quand on fait ça, on est capable de l'exploiter pour trouver des outils adaptés. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent juste pour un outil comme ça, mais sans pouvoir l'exploiter. Donc, après, la pertinence de cet outil-là n'est pas vérifiée. Si on n'a pas une capacité d'analyse et trouver l'outil correspondant et des exercices à faire, finalement, ça fait un flop, pas grand chose. Bon, ça rassure peut-être, mais ça sera pas grand chose. Ouais, donc, alors, les outils, c'est... Globalement, je vais résumer sur ce focus band, donc on comprend bien. En fait, il s'agit d'un bandeau avec des capteurs qu'on met autour de la tête, donc, de l'individu. Et vous récupérez vos données, c'est ça, par un signal Wi-Fi, sur une tablette ou un téléphone, et en fait, ça permet de mesurer les zones du cerveau qui travaillent à un moment précis. Voilà, et de savoir si l'être est sur lui ou sur la trajectoire à atteindre, et son degré de concentration, son niveau de concentration. Et donc, c'est un outil vraiment, ça c'est vraiment super important. D'accord. Et ça vraiment, on peut le travailler même avec des gens qui sont des gens de club, de niveau club, et vraiment ça pose vraiment pas de souci. Alors après, il y a effectivement toutes les choses sur la concentration. Sur le relâchement, sur les ruptures, donc tout ce qui est éventuellement, ça peut être du yoga, moi je ne sais pas du tout, mais ça peut être du training autogène de choses, de la relaxation, de l'hypnose, donc tout ça c'est assez proche. On entend parler de PNL aussi dans le milieu de la préparation. Alors, la programmation neuro-linguistique, moi je l'utilise très très peu, mais ça peut convenir à des gens. Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. Moi, puisque je suis formé comme ça au niveau universitaire, moi, je me sers des thérapies comportementales et cognitives. C'est-à-dire de trouver de la résonance chez les gens pour qu'ils puissent appréhender les outils pour qu'ils deviennent pour eux. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui peut être fort en sport, c'est quelqu'un qui est autonome. Voilà. Alors justement, je voulais rebondir là-dessus parce que quand on a préparé cette interview, je vous ai rencontré, vous avez souvent évoqué le terme d'autonomie, et je crois que ça, c'est vraiment l'axe principal de votre travail, c'est permettre au sujet de devenir autonome. Oui, c'est de devenir autonome et de pouvoir se réguler seul. Parce que pendant la compétition, il va être tout seul. Oui. Là, je pars en Écosse, j'ai regardé le règlement. On n'a pas le droit de parler aux joueurs sous peine de disqualification. Effectivement, oui. Donc, ça veut bien dire qu'il est seul, le joueur. Absolument. Donc, ça veut dire qu'il y a
simplement, et c'est une mise en garde comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont sur le circuit ou proche du circuit, dans le milieu du sport en tous les cas, qui se présentent je sais pas, comme coach, mais en fin de compte, c'est des gens qui créent la dépendance, et ça, c'est dangereux. Ce qui est important, c'est de trouver une relation privilégiée avec un joueur ou une joueuse, et en même temps de la rendre autonome. Ce qui est important, c'est pour que le joueur ou la joueuse, à un moment donné, devant une situation, devra faire un choix. Et le choix, faut lui avoir appris quelles sont les différentes possibilités et comment on fait un choix. Mais c'est le joueur ou la joueuse, par rapport à la situation, qui devra décider, et non pas le contraire. Est-ce que les femmes et les hommes sont égaux sur ce terrain de la préparation mentale? Alors on est tous différents, tous les hommes sont différents, toutes les femmes sont différentes. Il y a peut-être une approche un petit peu différente, forcément. Et c'est par rapport à la personnalité. Il y a dans chaque être, on a une partie de l'autre, et puis en même temps, on est parfois très offensif dans son jeu. Des gens qui sont très calculateurs, qui tapent pas très très loin si on reste dans le milieu du golf, mais ils font jamais de faute, ils sont sur le fairway, ils savent qu'avec le découp, ils sont sur le green, on régule à chaque fois, etc. Et puis il y a le format des parties aussi, je veux dire la compète classique stroke ou bien un match play, on va pas avoir la même approche par rapport à la compétition non plus. Oui. Et puis que ça soit une compétition qualificative, un championnat d'Europe, des internationaux, c'est pas non plus la même chose. Et alors je ne parle pas des joueurs professionnels où un coup peut ressembler à beaucoup de milliers d'euros. Oui, bien sûr, absolument. On parle souvent du putt à 100 000 $, mais je vais revenir sur ma précédente question. Ce que je voulais savoir, c'est finalement, au départ, à la naissance, est-ce que certains individus naissent avec des facultés mentales plus importantes que les autres? Ouais, je pense pas à ça du tout. Je pense que simplement, c'est que leur éducation parentale, leur éducation peut-être scolaire, leur éducation sportive, ont fait que on a des traits de caractère qui sont peut-être un peu plus dans nos gènes, comme la ténacité par exemple. Oui. Si on s'arrête là-dessus, il y a des gens qui disent tout de suite ah non c'est trop dur, je le ferai pas. Ouais. Et puis il y a des gens qui vont dire ah non mais attends faut que j'essaie, il n'y a pas de raison, pourquoi j'y arriverai pas, il y a d'autres qui arrivent. Et puis il y a une troisième sorte de personnes qui vont dire, plutôt jeunes ça, qui vont dire ah mais ça de toute façon je mettrai le temps mais je vais y arriver. Donc on a trois personnes différentes là, que ce soit garçon ou fille par ailleurs. Et puis il y a l'autre aspect, c'est l'aspect du dépassement de soi. Je veux dire que quelqu'un qui arrive pas très bien mais qui est à fond, à chaque fois à fond, et donc qui est travailleur, va certainement avoir des perspectives de réussite. Quelqu'un qui est super doué, qui est talentueux, mais qui ne travaille jamais, à un moment donné, il va être rattrapé. Parce qu'à un moment donné, il faudra travailler de toute façon pour passer sur le palier supérieur. Ouais. Donc, de toute façon, tous les gens forts, et moi, ce que je regrette vraiment, c'est tout ce qu'on voit pas avant les gens qui s'entraînent. Kevin Mayer qui regagne là encore, qui est champion du monde en salle, là. On voit pas le nombre d'heures qu'il passe pour s'entraîner pour arriver à être champion du monde. On le voit juste courir comme ça en indoor, et puis on dit ah bah ouais il est génial etc. Oui mais le nombre d'heures d'entraînement, et ceci est valable pour tous les sports bien entendu. Tout à fait. Et toutes les ATS quoi. Et on a parlé rapidement de l'entourage et de l'environnement. Parlons revenons sur le golf qui nous intéresse. Parlons de tous ces jeunes qui sont pour beaucoup coachés au départ par leurs parents, les proches, la famille, parce que souvent c'est une transmission de passion. Le poids de la famille, j'imagine qu'il est très important et peut-être à un moment donné, il peut se montrer autant positif que négatif. Alors maintenant, la Fédération française de golf est comme plutôt très très bien structurée. Il y a les régions, il y a des CTR dans chaque région, il y a dans chaque région après, c'est divisé en sous-régions et enfin en secteurs. Et donc là, il y a un pro référent, et il y a un pro dans chaque club. Et maintenant dans chaque région, il y a un EPS.
enfin préparateur physique, et puis souvent il y a quelqu'un qui s'occupe un peu du mental. Bon, déjà, il commence à y avoir des acteurs dans toutes les régions de France par rapport au golf. Donc c'est une grande avancée. Non, on n'empêchera pas ces sportifs comme on a connu dans d'autres disciplines qui ont été largement influencés par le cercle familial avec des parents qui étaient très 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 proches au point que l'athlète a presque explosé en vol à un moment donné. Oui, alors bien sûr. Mais pourquoi on fait un sport quand on est gamin? On le fait la plupart du temps parce que papa ou maman fait ce sport-là. Après, l'autre partie, c'est l'enfant qui a envie de faire tel sport. Mm-hmm. Voilà. Restons dans le golf, il a envie de faire le golf parce que le golf il est à côté, parce qu'il a fait, je sais pas, une initiation avec l'école, ou je sais pas. Bon voilà. Et après il se passionne. Alors, les parents, on ne peut pas les empêcher d'être là. Et de quel droit? Et de quel droit? Simplement, c'est qu'il faut peut-être s'occuper des parents. Alors ça, c'est un autre discours. Alors moi, je m'occupe beaucoup des parents quand je suis en relation avec un joueur ou une joueuse, parce qu'effectivement, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est un père ou une mère, c'est pas un homme ou une femme. C'est des gens qui ont un statut particulier, absolument, dans la relation affective, et donc forcément, ils ont une puissance supérieure aux autres. Donc, quand je parlais tout à l'heure de projet, au début de l'interview, de projet sportif, dans le projet sportif, il y a les acteurs des 4 secteurs de la performance, mais il y a également les parents. Forcément, à moins que l'athlète ait 25 ans, ça, on est dans un autre registre, mais sinon, il y a forcément les parents parce qu'ils font partie. Et il faut expliquer aux parents que la plupart du temps, ils font le mieux possible. Peut-être des fois en exprimant des maladresses. Oui. Après, la grande difficulté parentale, c'est le transfert. C'est moi, j'ai pas eu la chance de faire ça, toi, tu as la chance de faire ça, donc tu dois y arriver. Donc là, c'est le transfert. Et puis après, il y a quelques dérives. Mais bon, ça reste assez marginal. Une fois qu'on s'occupe des parents, qu'on leur explique. Quels conseils on donne généralement aux parents? C'est d'essayer de prendre du recul sur pas dramatiser une contre-performance. Mais quand on fait une bonne perf, c'est pas non plus être champion du monde, quoi. Ouais. Et que en même temps, maintenant, on a des niveaux de résultats ou de classement au ranking français ou mondial, d'index, qui fait que on a des références, quoi. On peut être, si on est super content de son enfant et on a le droit de l'être, s'il a 12 ans mais il a plus 15 index, les meilleurs, ils sont un peu, bien en dessous, quoi. Ouais. Donc après, faut relativiser. Dans ma rue, je dois être le plus fort aujourd'hui en golf. Tout à fait. Mais voilà. Si quelques jours sur le plan national. Ouais, c'est ça. Donc globalement, c'est-à-dire, donc si on a bien compris, pour résumer, il s'agit d'une part apporter de l'autonomie au sujet pour que mentalement il puisse être capable lui-même de s'auto-analyser, de trouver des portes de sortie à ces problèmes quand ils vont se poser. Cet aspect, cette autonomie lui permet, j'imagine aussi, de se rendre également plus autonome au niveau du cercle familial, et en même temps, les conseils aux parents, c'est d'avoir toujours ce contact et d'être fier de ses enfants, sans toutefois avoir peut-être une emprise trop importante, de manière à pas l'étouffer. J'ai résumé? Oui, exactement, et puis leur faire comprendre que l'évolution dans un sport individuel tel que le golf, c'est monter des paliers. Donc, il faut être attentif, prévenant, à l'écoute, un peu des fois en recul et en réserve. Ouais. Bon, je crois que c'est un vrai boulot d'être parent. Oui, surtout, tout à fait. Surtout d'être parent d'un enfant joueur. Pour en terminer, je voudrais qu'on prenne des exemples. Par exemple, je vais donner une phrase. Si je dis à un sportif pour le motiver, vas-y, tu es le meilleur, donne tout. Est-ce que je suis de bons conseils? Je pense que dire t'es le meilleur, je crois pas qu'on soit le meilleur. Une forme de croyance. Ouais, c'est des trucs. Voilà, c'est de la croyance. Ça sert à rien. C'est ce qu'on a dit pendant des années où allez, vas-y, accroche-toi, tiens bon, tu vas y arriver. Bon, alors ça s'appelle des encouragements peut-être, mais en tous les cas, on n'a aucun relief en psycho du sport ou en préparation mentale là. Ouais. Ça peut être des encouragements, ça peut être super sympa, hein, mais parce que ça donne de la chaleur et on a l'impression que ça transmet de l'énergie. Mais si on pouvait faire une étude de savoir si c'est celui qui crie qui conserve plus d'énergie que celui qui le reçoit, qui est le joueur, ça serait étonnant, je pense, comme résultat. On peut être bon, mais il faut surtout ne pas mentir et être juste.
Dire là t'es bon dans ce cadre-là, mais là il y a des problèmes. Là on sait qu'il y a des problèmes, donc il faut qu'on intervienne sur ça. Sinon, on peut faire de la flatterie, mais de la flatterie ça sert à quoi? La compétition est tellement rude. Et quand après on passe à un niveau un peu supérieur, on part dans les tournois où il y a des étrangers, ça rigole pas. Moi je suis allé là au qualif pour les PQ3 à Barcelone pour rentrer sur le Challenge Tour et l'European Tour, ça rigolait pas quoi. J'ai vu personne rire moi. J'ai vu que des joueurs avec des teams et c'était super sérieux là, c'était hyper professionnel, etc. Donc du coup, quand on dit à un joueur fais-toi plaisir et joue ton jeu, là encore, est-ce qu'on est vraiment dans l'objectif ou on est un peu à côté? Mais si on jouait ensemble une fois, Jean-Hugues, pourriez me dire ça et je vais le comprendre et je vais l'appliquer. Mais s'il y a un joueur, on parle à un joueur de compétition, la notion de plaisir vient avec la victoire. Absolument, oui. Alors la victoire, elle peut être de différents ordres. Soit on a une victoire sur la tâche, c'est-à-dire j'arrivais pas à faire ça, maintenant j'y arrive à le faire en compétition, tout en s'éloignant du score. Soit ça peut être parce que j'ai amélioré mon index. Soit ça peut être parce que j'ai gagné la compétition. Enfin, voilà, ça peut être de différents ordres. Mais la notion de plaisir, elle vient avec une réalisation d'un résultat, voilà, et j'ai réussi à faire. Merci pour nous avoir consacré du temps. Et puis, je le rappelle, pour celles et ceux qui sont intéressés par votre travail, eh bien, rendez-vous à Saint-Jean-de-Mont où on peut vous croiser régulièrement et pas seulement, puisque pas compris, vous êtes un petit peu partout aussi sur d'autres circuits en Europe, mais vous êtes basé à Saint-Jean-de-Mont et notamment sur ce parcours qui est jouable toute l'année. Merci Patrick Vittel et très bonne continuation pour l'ensemble de votre travail et avec tous les jeunes que vous encadrez. Merci beaucoup et à très bientôt.